Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs de la radio ITME. Bienvenue dans une nouvelle émission en français. Nous sommes dimanche le 24 juillet. Vous êtes avec Achille Kamana. Nous allons vous présenter une courte émission sur la situation ou sur la crise politique qui sévit au Rwanda et dans la sous-région à cause du gouvernement du Rwanda. Et pour ce faire, je serai avec mon collègue Anissé Kaleye. Anissé Kaleye qui est en France et qui nous offre son soutien inconditionnel depuis le début et depuis qu'on a commencé à vous présenter des émissions en français. Anissé Kaleye, sans plus tarder, la parole est à toi pour dire bonjour à nos auditrices et auditeurs. Merci beaucoup, Achille Kamana. Merci encore une fois de m'avoir convié à cet échange radiophonique afin que nous puissions questionner, interroger l'actualité rwandaise, la manière dont se comporte le gouvernement, le pouvoir rwandais face à la situation politique au Rwanda, dans la sous-région, mais aussi dans le monde de façon générale. Je voudrais donc adresser mes salutations à tous nos éditeurs, toutes nos auditrices, mais également à tout l'ensemble de la communauté rwandaise et à tous les amis du Rwanda. Merci, j'espère que nos échanges vont bien se passer. Merci, Achille. Merci Anissé pour la belle introduction et les salutations. Avant que nous commencions, je voudrais juste dire que nous faisons ces émissions pas par plaisir. Nous les faisons parce que au Rwanda, la population fait face à une attitude indigne du gouvernement du Rwanda, une attitude qui est caractérisée par de graves violations des droits de l'homme, par la privation des droits et libertés, par le non-respect des droits de l'homme et par des actions ou des activités indignes, c'est-à-dire qui ne respectent point le respect de la dignité humaine. Et c'est pour ça qu'on en parle. Et quand on en parle, on s'adresse justement aux Rwandais, on s'adresse aux amis du Rwanda, mais on s'adresse aussi au gouvernement du Rwanda dans l'espoir et dans le but qu'il change ou qu'il corrige son attitude envers la population dont il est le garant du bien-être. Et donc, cette émission ne sera pas très longue. Nous allons possiblement répéter des choses que nous avons dit déjà, mais nous jugeons bon de continuer à discuter de l'actualité pour que les Rwandais, pour que les amis du Rwanda sachent exactement comment évolue justement la situation du Rwanda, plus précisément la crise sociopolitique qui sévit au Rwanda. Nous allons parler de certains aspects liés à la diplomatie. Nous avons déjà fait une émission il y a quelques mois qu'on avait intitulée une diplomatie mégalomane du FPR, qui est le parti qui est au pouvoir depuis 28 ans. Et il est normal qu'on parle justement de la diplomatie parce que la diplomatie rwandaise met en lumière ou vient expliquer ou démontrer justement l'attitude du gouvernement du FPR dirigé par le président Paul Kagame. Et plus tard, nous allons parler aussi d'une émission que nous avons suivie sur YouTube, une émission qui avait été préparée par Alain Foucault, célèbre journaliste qui aime faire des émissions en questionnant certains aspects du développement socio-politique et économique de l'Afrique. Et après, à la fin de l'émission, nous allons essayer d'apporter des idées par rapport aux solutions que nous jugeons bonnes face à cette crise
politiques qui emportent des vies presque tous les jours. Et donc, Anissé, on va commencer par la diplomatie. On a su que le Rwanda a formellement été accusé par le gouvernement de la République démocratique du Congo comme étant le soutien du mouvement M23, un groupe de rebelles qui a dernièrement attaqué l'est du Congo, qui occupe certaines villes et dont, juste pour vous mettre sur l'actualité, dont le représentant de la MONUSCO ou le porte-parole de la MONUSCO, qui est la mission des Nations Unies pour la paix à l'est du Congo ou au Congo tout simplement, en RDC. On utilise le Congo, mais normalement c'est la RDC. Et donc le porte-parole de la MONUSCO avait mentionné il y a quelques semaines que le M23 se comportait ou était équipé comme une armée régulière. Donc, ce sont des signes qui ne trompent pas, malgré le fait que le gouvernement du Rwanda nie son soutien à la RDC. Mais Anissé va nous démontrer tout à l'heure que le Rwanda est étroitement et directement lié à ce mouvement. Nous allons parler aussi du cas de Rusesabagina, le célèbre Rwandais qui a été enlevé en 2020, si je ne me trompe pas, en septembre 2020, et qui est emprisonné au Rwanda et qui a été enlevé de façon très arbitraire, en fait, parce que il s'agit d'une mesure extrajudiciaire. Nous allons parler aussi d'une situation qui est arrivée en Centrafrique où les membres de l'opposition commencent à dénoncer l'ingérence du Rwanda dans leur pays. Et à la fin, nous allons toucher un autre aspect qui est important, qui est l'isolement de l'isolement politique ou l'isolement géopolitique du Rwanda dans la sous-région des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc, Anissé Kaleye, je viens de parler de la RDC, je parle de Rusesabagina, je parle de la Centrafrique et puis de l'isolement du gouvernement du Rwanda dans les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Que pourrais-tu dire, en quelques mots, que pourrais-tu dire à nos auditrices et auditeurs par rapport à tout cela? Merci encore une fois, Achille. Je crois qu'il faudrait d'abord souligner, comme tu viens de le faire, que le gouvernement du Rwanda a depuis des années eu une attitude agressive vis-à-vis des pays de la sous-région. Nous avons tous suivi dans les années passées l'attitude de Paul Kagame et de son gouvernement vis-à-vis de l'État burundais, dont il a voulu renverser les institutions en 2015. Nous avons suivi le développement des relations diplomatiques entre le Rwanda et l'Ouganda, qui était très mauvaise, envenimeuse, même si actuellement, le développement semble plus ou moins palpable. Mais dans le cadre justement du Congo, de la République démocratique du Congo, le Rwanda a envahi plus d'une fois cet État congolais en envoyant des groupes rebelles qui étaient sa propre création. On a suivi depuis des années, depuis 1998 au moins, sans parler des attaques de la FDL, qui était en fait aussi une création du Rwanda qui a fini par renverser le régime du président Mobutu. Mais actuellement, justement, ce dont on parle actuellement, c'est M23, un mouvement qui a été créé il y a quelques années, mais qui avait été vaincu en 2013 et dont l'armée, les combattants s'étaient réfugiés en Ouganda et au Rwanda. Et récemment, ils ont repris les armes. Ils sont revenus lourdement armés, bien entraînés encore, et ils ont pu prendre quelques localités de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment la ville de Bunagana. Mais on a vu également
que le gouvernement du Congo n'a pas hésité une seule seconde à accuser le Rwanda d'être derrière ce mouvement rebelle. Avec des preuves à l'appui, vous avez vu, il y a des militaires qui ont été présentés à la presse comme étant des combattants de l'armée rwandaise qui ont été envoyés sur le front à l'est de la République démocratique du Congo. On a tout suivi. On a vu le développement à la fois militaire et diplomatique. Et maintenant, on peut se réjouir du fait qu'il y a des avancées, même si sur le terrain, les positions n'ont pas bougé. J'ai entendu dernièrement les responsables du M23 dire qu'ils arrêtent les combats, mais qu'ils ne bougeront pas des positions qu'ils occupent actuellement. Il y a des négociations, heureusement. Le président Paul Kagame a rencontré le président Tshisekedi à Luanda. Et la semaine dernière déjà, il y a eu une délégation rwandaise conduite par le ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta, qui a rencontré également le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Et ils se sont engagés à respecter ce qui a été décidé par de l'EAC, notamment le fait qu'il y a un contingent militaire des pays membres de l'EAC qui va être envoyé dans l'est de la République démocratique du Congo pour neutraliser à la fois le M23 et dans le cadre de ces négociations de Rwanda, on parle également des FDLR. Donc ça veut dire qu'il y a un point d'accord, cela on peut s'en réjouir. On va voir dans les prochains jours comment cela va évoluer, parce qu'avec le gouvernement rwandais, on ne sait jamais. Il y a des points d'accord, mais on sait également que le Rwanda n'a pas l'habitude de respecter la parole donnée. Même si, on dit, on va essayer de contrôler, comme le président Kagame a su le reconnaître sur l'émission qui s'est passée sur France 24, il a reconnu implicitement que c'est lui, son gouvernement, qui est derrière les M23, en disant qu'ils n'ont pas suivi les ordres. Mais on sait également, même si les ordres étaient respectés, lui-même ne sait pas respecter la parole donnée. Donc, on peut craindre que dans les prochains jours, on va voir reprendre les combats et on verra comment cela va se dérouler. Mais au moins, on peut se réjouir de ces pourparlers. Quand on ne se parle pas, ça devient encore plus grave. Mais le fait même que le gouvernement rwandais parle avec le gouvernement congolais, c'est très positif. On peut s'en réjouir. Maintenant, on verra comment ça se passe. Vous savez que ce contingent des pays de l'EAC qui va être établi dans l'est de la République démocratique du Congo, le Rwanda n'en fait pas partie, puisque le Congo ne l'a pas voulu. Et le Rwanda a dit don't act. Voilà, on respecte la position du gouvernement congolais. On verra comment ça va se dérouler. Mais est-ce que ce contingent va combattre directement les rebelles du M23 qui seraient dépourvus du soutien de l'État rwandais? On ne sait pas. Est-ce que le gouvernement rwandais ne va pas être derrière le groupe du M23 pour combattre ce contingent envoyé par les pays de l'EAC? Là, on va voir comment ça va se passer. Parce que sans le soutien du gouvernement rwandais, le M23 ne tiendra pas 2 jours. Mais si le gouvernement est derrière, le gouvernement rwandais est derrière ce mouvement, comme ça a été le cas depuis le début, là, les choses vont se dérouler de façon plus compliquée. Donc, ça dépendra. Et puis, on parlait des fois de la MONUSCO, la mission des Nations Unies, qui est dans l'est de la République du Congo, qui reconnaît sa faiblesse, son incapacité à neutraliser les groupes rebelles, les groupes armés dans cette région. Et là aussi,
c'est une façon de reconnaître que les Nations Unies, finalement, ne servent pas à grand-chose. Et c'est pour cela qu'un des officiels du gouvernement, de l'État congolais, a appelé officiellement la MONUSCO à quitter la région, puisqu'elle ne sert à rien. Donc, ça, dans le cadre de la crise dans l'Est de la République du Congo, on va voir comment les choses vont évoluer à la fois sur le plan militaire, à la fois sur le plan diplomatique. On attendra. Nous ne prenons pas des décisions, nous ne tirons pas de conclusions sans savoir comment les choses vont se dérouler, mais on va voir. Tout simplement, on appelle le gouvernement rwandais, maintenant, on appelle le gouvernement rwandais à respecter la parole donnée à Luanda et à ne pas continuer à soutenir le mouvement M23. Et c'est dans ce cadre-là que la paix va pouvoir revenir dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que sans le soutien du Rwanda, le M23 ne tardera pas à déposer les armes. Donc c'est que pour les populations des deux pays, du Congo et du Rwanda, on sait que quand la paix est là, c'est là où les deux populations se sentent mieux, parce qu'il y a des échanges commerciaux, il y a des échanges sociaux, parce que c'est des gens qui se connaissent, il y a des mariages des deux côtés, et donc la guerre n'arrange pas les choses. Voilà, ça c'était dans le cadre de cette situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Achille, tu as parlé d'autres sujets justement qui touchent la diplomatie rwandaise, notamment la République centrafricaine. Vous savez que le président Kagame a noué des liens étroits avec le président Touadéra, le président centrafricain. Il y a des militaires rwandais qui sont établis en Centrafrique, mais cela crée également des tensions, notamment de la part de l'opposition centrafricaine, et qui commence déjà à hausser le ton, puisqu'ils accusent le Rwanda d'être tous les maux dont souffre la République démocratique du Congo. On parle déjà, il y a des accords qui sont connus, mais l'opposition centrafricaine accuse le Rwanda de vouloir aider le président centrafricain à modifier la constitution, comme cela a été le cas au Rwanda en 2015, pour que le président Touadéra puisse se représenter encore une fois, alors que la constitution actuelle ne lui autorise pas à cela. Donc, ça, c'est quelque chose de grave. Je ne sais pas si c'est vrai, il y a des accords secrets entre le président centrafricain et le président rwandais, et cela se dit. Et tu as dit, Achille, au début, que l'opposition centrafricaine est en train d'organiser des manifestations à Paris au mois d'août et qu'il se dit déterminé à mener toute la mobilisation nécessaire afin que les liens entre le Rwanda et le président centrafricain soient dénoncés jusqu'à ce que le président centrafricain abandonne ses projets malsains, d'après l'opposition centrafricaine. Ils vont d'ailleurs, les opposants centrafricains, ils vont plus loin en disant qu'il faudrait que la représentante du secrétaire général des Nations Unies au Rwanda, en Centrafrique, qui est une Rwandaise, doit quitter immédiatement le pays. Donc, ils en veulent énormément au gouvernement rwandais, notamment au président Paul Kagame. Et c'est pour cela que nous disons que cela quand même est grave. Qu'on établisse des liens étroits entre deux pays, cela est nécessaire même. Qu'on tisse des relations diplomatiques entre le Rwanda et la Centrafrique, cela est souhaitable.
Mais la manière dont cela se fait heurte la fierté des nationaux jusqu'à ce qu'ils aillent à en vouloir aux Rwandais en général. Ce n'est pas au président Kagame qu'ils en veulent seulement. C'est à tout Rwandais en particulier. C'est à tous les Rwandais de façon plus globale. Et vous verrez, comme cela a été le cas au Congo, prochainement, on ne le souhaite pas, mais c'est à craindre que prochainement, les Rwandais vont souffrir des actes d'agression, de violence de la part des Centrafricains mécontents. C'est pour cela justement qu'encore une fois, on devrait demander au gouvernement rwandais de revoir sa copie, voir comment nouer des relations, voir comment se conduire, notamment de la part des forces armées rwandaises qui vont à l'étranger, qu'ils ne s'immiscent pas dans la vie politique des pays d'accueil. Parce que sinon, ils mettent tous les Rwandais en danger. Voilà, Achille, je voudrais m'arrêter ici. Je sais bien que tu as parlé du cas de Paul Rusesabagina également, qui envenime des relations entre le Rwanda et les États-Unis. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je voudrais d'abord te laisser la parole si tu as des commentaires à faire sur la République centrafricaine et sur la République démocratique du Congo. Je reviendrai une fois que tu auras terminé sur le cas de Paul Rusesabagina et des relations entre le Rwanda et les États-Unis. Merci, Anissé, pour cet exposé qui est tellement clair et qui clarifie ou qui situe nos auditrices et auditeurs par rapport à l'attitude du gouvernement du Rwanda. Tout a été bien décrit. Cependant, j'aurais deux petits commentaires à faire. Le premier concerne les aveux de la MONUSCO par rapport à sa force, à sa capacité à pouvoir neutraliser les différents groupes armés qui sévissent surtout dans l'est du Congo. Cet aveu qui a été fait par le porte-parole de la MONUSCO peut être vu sous différents angles. Anissé, tantôt tu as parlé du fait qu'il se pourrait que ça soit des aveux d'incapacité ou de la non-utilité de la MONUSCO, c'est-à-dire de la mission de l'ONU au Congo, en RDC. Et moi, je me posais justement la question par rapport à cela, sous un autre angle, en me demandant si ce n'est pas, quelque part, un appel voilé pour une réponse adaptée à la force de M23, qui est en réalité l'armée rwandaise. Et donc, il y a plusieurs enjeux en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs acteurs, connus et méconnus, dans cette crise, puis cette crise dans laquelle le gouvernement du Rwanda est directement impliqué. Donc, l'ensemble de tous ces facteurs fait que il y a plusieurs possibilités, mais ce qui est sûr, et on en a déjà parlé lors de la dernière émission, la paix en République démocratique du Congo viendra justement d'un changement d'attitude de certains acteurs internationaux, mais notamment une attitude radicale du gouvernement du Rwanda dirigé par le frère du président Paul Kagame. Pourquoi? C'est par le Rwanda que ce pays a été déstabilisé la première fois, comme tu l'as nommé tout à l'heure. Et jusqu'à présent, ce pays fait face à une insécurité incessante à cause de l'ingérence, à cause de l'attitude belliqueuse du gouvernement du Rwanda. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que la solution se trouve au Rwanda finalement. On va sûrement en parler plus tard, mais la solution se trouve au Rwanda. Et je pense que le monde entier
les acteurs qui s'intéressent à la question du Rwanda, de la sous-région des pays de la communauté d'Afrique de l'Est, ou même de l'Afrique, commencent à comprendre et commencent à dévoiler la vraie face du gouvernement du Rwanda. L'autre point sur lequel je voulais me questionner est que nous critiquons le gouvernement du Rwanda dans son attitude qui ne répond point aux besoins de sa population, mais qui répond aux besoins ou aux intérêts d'un certain groupe. Un groupe qui est au pouvoir. Et je me questionnais à savoir à quel point on peut avoir l'espoir que le gouvernement du Rwanda peut changer d'attitude. Pouvons-nous, de façon lucide, croire à un changement d'attitude de la part du RPR? Quand on parle de la RDC, quand on parle de la République centrafricaine, on a parlé aussi on va nommer les choses telles qu'elles sont, du business que le gouvernement du Rwanda a eu avec le gouvernement de l'Angleterre, dirigé par Boris Johnson, un gouvernement, un business où le Rwanda s'est engagé à accueillir des demandeurs d'asile d'Angleterre sur son territoire, moyennant une somme d'argent, une affaire d'à peu près 120 millions de dollars, si je me rappelle bien. Et on continue à recevoir des nouvelles de certains Rwandais qui sont assassinés dans les pays où ils ont retrouvé refuge. Beaucoup de Rwandais qui critiquent le gouvernement de Rwanda sont pourchassés un peu partout. Ils doivent faire attention à leur sécurité, justement à cause de l'attitude du gouvernement du Rwanda. Et justement, sans plus tarder, à quel point est-ce qu'on peut avoir l'espoir que le gouvernement du Rwanda a l'oreille pour écouter sa population, pour écouter des acteurs internationaux, afin de corriger ce qui ne se passe pas bien sur le plan politique, économique, social et surtout en lien avec la sécurité. Le cas de Paul Rusesabagina a dévoilé encore une fois à quel point le gouvernement du Rwanda pouvait dépenser des sommes colossales, prendre des moyens extrajudiciaires. C'est des moyens qui s'apparentent même à du terrorisme, où on va enlever des gens à l'étranger. Pourquoi? Parce que ces gens critiquent la gouvernance et la dictature sanguinaire du FPR. À quel point est-ce que le FPR a cette capacité ou cette sagesse d'être en mesure de corriger ce qui ne se passe pas bien, ce qui ne va pas bien depuis longtemps? À quel point ils ont cette capacité? Je doute très fort et je dirais que il n'y a pas d'espoir par rapport à cela. Il va falloir que les Rwandais exercent un certain rapport de force, diplomatique ou dans d'autres aspects, afin d'empêcher le FPR à continuer à faire ses bavures. Et c'est pour ça que je vais te repasser la parole pour que justement tu nous parles en quelques mots, parce que le temps file, en quelques mots du cas de Rusesabagina, où le Sénat américain a formellement demandé au Rwanda de le libérer parce qu'il a été emprisonné de façon arbitraire et par des mesures extrajudiciaires. Donc, je te remets la parole et puis j'aimerais que tu touches aussi à comment est-ce que l'attitude du gouvernement du Rwanda le conduit dans un certain isolement au sein de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Tu l'as nommé tout à l'heure, où
Ces pays se sont réunis dernièrement à Nairobi et la résolution a été qu'une force conjointe allait intervenir en RDC et que le Rwanda a été écarté par rapport à cela. Donc, je te remets la parole. Si on peut prendre 3-4 minutes et après on va aller vers la fin de notre émission. Anissé Karégui, la parole est à toi. Merci encore une fois pour les compléments que tu viens d'apporter à ce que j'avais dit avant. Et tu as parlé également du problème des immigrés qui vont en, en Grande-Bretagne et qui voudraient qu'on voudrait envoyer au Rwanda. On en a parlé suffisamment. Moi, je n'y reviens pas. Mais c'est encore une fois un cas du mauvais comportement de la politique étrangère très critiquable de la part du gouvernement rwandais. Et moi, je ne voudrais pas en parler, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. On en a déjà parlé dans le passé. Et pour ce qui est du cas de Paulo José Savagina, c'était un problème normalement. C'est un sérieux, je dirais, une épine dans le soulier du gouvernement de Paul Kagame. Paulo José Savagina a été kidnappé, tu l'as dit, vers la fin du mois d'août 2020. Cela fait plus de 2 ans, à peu près 2 ans environ, il est en prison. Donc, il y a ce problème d'arrestation arbitraire, parce que c'est une sorte d'arrestation. Il a été arrêté, il a été kidnappé, il a été enlevé. Ce n'est même pas une arrestation. Il a été kidnappé. Et il a été amené de force au Rwanda. Il a eu un procès qui n'est pas équitable, qui n'a pas tenu en compte sa demande de considérer la façon dont il a été amené au Rwanda. Ça s'appelle la vice de procédure. Normalement, quand il y a une vice de procédure, le procès dans le fond de l'affaire ne va pas avoir lieu. Là, les tribunaux rwandais n'en ont pas tenu en considération. Donc, il y a également le jugement sur le fond de l'affaire qui n'a pas tenu en considération tous les aspects d'un procès équitable. Paul Savagina, en tant qu'accusé, n'a pas eu tous ses droits. Et il a décidé de se retirer. Je voulais tout simplement brosser ce tableau avant d'aller maintenant vers ce qui se dit actuellement, parce qu'il y a eu la mobilisation de la part de la famille de Paul Rusesabagina, ce qui est normal, de la part de tous ses amis, des organisations dont il faisait partie, des fois dont il était à la tête. Donc, toute cette mobilisation-là, et qui aboutit maintenant à ce que le Sénat américain, le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain, en considérant tous les rapports qui sont sur sa table, a conclu que le Rwanda détient de façon illégale quelqu'un qui était résident permanent sur le sol américain et donc que ce monsieur-là, Paul Rusesabagina, résident permanent des États-Unis, a été enlevé et qu'il est détenu de façon illégale, de façon injuste par le gouvernement du Rwanda. Maintenant, il y a eu toute cette demande que tu as décrite. Le Sénat américain demande officiellement au gouvernement américain de demander officiellement au gouvernement rwandais de libérer Paul Rusesabagina. Il y a toute une série de demandes qui ont été faites, notamment que le Rwanda soit mis dans la catégorie des pays non fréquentables. Ça, c'est quand même quelque chose de très grave, mais qu'on arrête également les fonds qui étaient destinés, l'aide américaine, normalement, dans le cadre de... Normalement, c'est une aide militaire de 143 millions de dollars qui était destinée au Rwanda, qui va être bloquée.
Tout simplement parce qu'il y a tout ce problème, toute cette démarche qui aboutit à ce que le Sénat américain se mobilise et je pense que le gouvernement américain va suivre également. Donc c'est un problème qui est là. On va voir comment les choses évoluent, mais il faudrait que le Rwanda voit que quand même les portes commencent à se fermer un peu partout. Ce n'est pas que c'est les États-Unis. Bien sûr, les États-Unis est une puissance, nous le savons, militaire, économique, diplomatique, et j'en passe. Mais c'est que tout simplement, les États-Unis, qui est là, qui contrôle automatiquement le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui dicte sa loi un peu partout dans le monde et commence à voir comment le Rwanda se comporte. Mais c'est qu'également, il y a un autre pôle maintenant qui est en train de se former, notamment la Russie. La Russie est en train maintenant de se rapprocher de la République démocratique du Congo, qui est en conflit plus ou moins ouvert avec le Rwanda. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie va se rendre prochainement en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et au Congo. Au Congo, évidemment, le Congo va lui parler de ce problème d'insécurité dans l'est de son territoire. Et vous savez que le gouvernement de la Russie a promis un mot plus ou moins ouvert au gouvernement congolais de l'aider à résoudre ce problème. Ce qui veut dire que le Rwanda est en train de voir les portes se fermer d'un peu partout. On ne veut pas dire que les choses sont finies. Il y a toujours moyen de se ressaisir. Mais cela demande que le président rwandais, Paul Kagame, son gouvernement, change de fusil d'épaule et accepte de mener une diplomatie pacifique. De libérer d'abord Sawadina, qui a été injustement condamné, dont les droits n'ont pas été tenus en considération dans le cadre de son procès, puisqu'il avait déjà été kidnappé. Ce qui est une violation flagrante du droit international. Mais également d'ailleurs du droit rwandais, parce que le droit rwandais interdit le kidnapping. Donc il faudrait que le gouvernement rwandais accepte de voir la copie, voir toutes les mesures qu'il y prend de façon juste, de libérer non seulement Paul Rusesabagina, mais également tous les prisonniers politiques maintenant qui sont nombreux dans les geôles du FPR, mais également de revoir la diplomatie agressive, non seulement envers les pays de la sous-région, mais également envers les pays du monde entier. C'est tout simplement grâce à cela, grâce à ce changement d'attitude, que le Rwanda pourra encore une fois être vu comme un pays pacifique. Parce que maintenant, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si j'ai développé comme je le souhaitais, mais j'appelle tout simplement le gouvernement rwandais à changer d'attitude, à changer de position vis-à-vis du Congo, mais également des organisations régionales, notamment l'EAC, s'appuyer sur des pays sûrs, des puissances qui l'ont aidé déjà à s'installer au pouvoir et arrêter d'agresser les voisins. Ce n'est pas si difficile que cela, mais le plus grave, c'est que si ça continue, le gouvernement met en danger les ressortissants rwandais qui sont établis ici et là, dans la région, en Afrique et dans les pays du monde entier. Je te remercie, Achille. Merci encore une fois, Anissé, pour ces explications. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi d'isolement géopolitique du gouvernement du Rwanda. En fait, ce que tu viens de décrire
de bien expliquer, de clarifier, constituent des facteurs justement qui isolent non seulement le gouvernement du Rwanda sur la scène internationale, parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de critiques assez graves envers l'attitude du gouvernement du Rwanda. Et de surcroît, on, on commence à constater une certaine hostilité de certaines communautés envers la population rwandaise dans son ensemble. Et tout cela est justement dû au comportement et à l'attitude du gouvernement du Rwanda. Et donc, ce que je peux rajouter, c'est que face à cela, face à un régime qui use de la terreur, du terrorisme, qui use de certaines bavures, qui use de mesures extrajudiciaires envers sa population, ça prend du courage pour nommer les choses, les nommer telles qu'elles sont, parce qu'il y a des représailles envers les personnes qui en parlent. Au Rwanda, on l'a vu, un certain Karasira, aimable, qui est emprisonné parce qu'il a dit haut et fort comment est-ce qu'il trouvait euh, la situation sociopolitique du Rwanda et économique d'ailleurs. Nous avons Madame Ida Mangé qui est aussi emprisonnée. Nous avons des journalistes, Kyuma Hassan, il y a eu Théoneste qui sont tous emprisonnés. Il y a eu des membres de certains partis d'opposition qui ont disparu, qui ont été aussi assassinés. Les preuves sont là. Et donc, face à tout cela, ça prend du courage. Et je voulais saluer le courage et la mobilisation de la famille ainsi que les amis de Paul Rusesabagina par rapport à son enlèvement. Je n'oublie pas aussi l'ensemble des Rwandais qui militent, qui prennent le temps de dénoncer ce que le FPR leur fait, de dénoncer les bavures ou le mal apporté par le FPR envers sa propre population. Par rapport au cas de Rusesabagina, je voulais juste souligner un petit point et après on va aller à la fin de notre émission. L'attitude ou le comportement de la justice rwandaise a été le signe du non-fonctionnement de l'État et des institutions au Rwanda. Et on l'a dit dans nos premières émissions que au Rwanda, il n'y a pas de séparation du pouvoir. Il n'y a pas d'indépendance des institutions. Il n'y a aucun signe de démocratie. Tout passe par la volonté d'un seul homme et de son groupe, des gens qui travaillent avec lui. C'est le président Paul Kagame. C'est lui qui dicte tout à toutes les instances étatiques. Et donc, quand on parle de justice rwandaise, vous comprenez très bien qu'il n'y a point de justice dans un pays où il n'y a pas de liberté, où il n'y a aucun signe de démocratie et où la majorité des décisions sont prises par un seul homme. Et nos émissions apportent un autre regard sur le Rwanda par des Rwandais eux-mêmes. Mais nous nous réjouissons aussi que d'autres personnalités influentes dans le monde ou qui sont suivies sur les réseaux sociaux ou dans les médias en général commencent à parler ou à dévoiler la face cachée du Rwanda. Cette dictature qui est sanguinaire. Et nous avons déjà parlé de Kémy Séba, qui en a parlé de façon directe, sans détour. Et nous voulons aussi, sans aller en détail et sans faire une analyse par rapport à ça, on voulait aussi souligner le documentaire très récent de Alain Foka qui s'intitule Comment en finir avec la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un documentaire qui est très complet
qui met la lumière sur l'attitude ou sur le comportement du gouvernement rwandais par rapport à son voisin, la RDC, et qui justement met en lumière certains enjeux en arrière de cela. On parle du soutien du gouvernement du Rwanda au mouvement M23. Il y a des raisons. Il y a des raisons qui, selon nous, ne sont pas justifiées, ne sont pas d'ailleurs... ce sont des raisons qui ne devraient pas être des raisons. Ce sont des raisons qui viennent répondre à l'intérêt de certaines personnes ou à certains groupes. Et donc, qui ne répondent pas aux besoins des deux populations qui, comme Anissé l'a dit tout à l'heure, deux populations qui, sur le plan anthropologique, ont des liens très étroits. Dans son documentaire, Alain Foka démontre comment est-ce que le discours du président ou les discours du président Paul Kagame, un président qui s'est vu ou qui s'est attitré lui-même le statut du président panafricaniste, qui ne mâche pas ses mots, qui dit les choses telles qu'elles sont, mais qui en réalité, dans ses actions, fait partie des gens qui nuisent à la sécurité et au développement de la RDC. Et quand on analyse ou quand on se rappelle du potentiel de ce grand pays, nuire à la RDC et aussi nuire est synonyme de nuire à la sous-région des Grands Lacs et c'est aussi nuire à l'Afrique. Alain Foka met la lumière aussi sur la fragilité ou la faiblesse de l'État rwandais. On parle d'un État qui, sur son budget national, dépend de l'aide internationale à 50% et l'autre 50% provient du pillage des ressources minières en RDC. Le documentaire est très complet. Il y a beaucoup de détails là-dedans et on vous invite à aller le suivre, à l'écouter attentivement parce que Alain Foka explique très bien les enjeux et les raisons qui poussent le Rwanda à continuer son attitude ou à continuer sa volonté à déstabiliser la République démocratique du Congo parce qu'elle dépend de ce pays financièrement à 50%. Et donc, un pays stable, un État fort en RDC serait synonyme que le Rwanda perdrait 50% de son budget national. Mais est-ce qu'on peut justifier la guerre par le fait qu'un pays dépend d'un autre? N'y a-t-il pas des moyens ou d'autres moyens, des moyens bilatéraux, de coopération, de partenariat qui peuvent être développés entre ces deux pays qui partagent certains aspects historiques ensemble? Il n'y a-t-il pas moyen de justement, par la coopération et par le partenariat, n'y a-t-il pas moyen de répondre à certains besoins de la population rwandaise sans faire la guerre? Et c'est un questionnement. Mais pour nous, pour l'Alliance rwandaise pour le changement, nous jugeons que une diplomatie saine doit être une diplomatie pacifique. Ce qui est le contraire de ce que le gouvernement de FPR fait. Et donc, avant de terminer et de te repasser la parole, Anissé, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, cela nous amène à nous questionner encore une fois sur la lutte dans laquelle nous nous sommes impliqués depuis plusieurs années, la lutte du changement politique au Rwanda, qui passerait notamment à l'ouverture de l'espace politique, au dialogue inter-rwandais hautement inclusif,
et à l'établissement d'un état de droit qui ferait en sorte que tous les Rwandais deviennent ou soient égaux devant la loi. Pour nous, c'est très clair que sans le changement d'attitude, sans le changement sans changement par rapport au comportement du FPR qui dirige le Rwanda, il est difficile que les Rwandais aient la paix, vivent en harmonie, puissent développer des liens de solidarité entre citoyens et citoyennes. Il est difficile que la sous-région des pays des Grands Lacs soit une région sécuritaire, où les gens peuvent circuler, où les gens et les biens peuvent circuler en toute sécurité. Et donc, pour nous, il faut que le FPR cesse de nuire à sa population et à la sous-région et tout simplement à l'Afrique, ou qu'il soit mis hors d'état de nuire. Et c'est pour ça qu'on est dans cette lutte. Je m'arrête là en remettant à Anissé la parole pour une dernière intervention et on mettra fin à notre émission. Anissé, la parole est à toi. Merci encore une fois, Achille. J'ai pratiquement pas de commentaires à faire à propos de ce que tu viens de dire sur le documentaire d'Alain Foucault, parce que tu l'as bien décrit et tu fais des commentaires qu'il fallait. Je ne voudrais pas en rajouter. Simplement, en guise de conclusion, je voudrais dire aux gens, aux officiels du FPR, que comme justement le dit Alain Foucault, d'ailleurs l'autre intellectuel africain dont tu as parlé, c'est Mikeba, le développement économique qui fait miroiter le gouvernement rwandais aux yeux des visiteurs internationaux, la propriété dans la ville de Kigali, et tout ça, même si on sait que normalement ce n'est que la poudre aux yeux, tout cela, même si c'était vrai, ne doit pas justifier la violation massive des droits humains, des libertés fondamentales dont devraient jouir les citoyens rwandais. On ne peut pas arrêter les gens parce qu'ils ont usé de leurs droits d'opinion, d'expression, et aller dire ailleurs qu'il y a eu un développement économique. Même si ce développement économique, encore une fois, qui est fallacieux à nos yeux, même si c'était un réel développement économique, ne devrait pas justifier la torture, les assassinats, les tueries qui ont eu lieu en ce moment même dans notre pays, le Rwanda. Ce sont des assassinats ciblés, des fois des assassinats massifs, comme ce qui s'est passé à Kiziba en 2017, des crimes de masse. Et tout cela, même si le développement qui claironne le FPR aux yeux de toute la communauté internationale, ça ne justifie pas de mettre sous le joug la communauté rwandaise, de terroriser la population pour la simple raison qu'il y a un certain développement. Voilà, une fois tu l'as dit, je ne veux pas revenir sur ce sujet. Je vais tout simplement, avant de clore l'émission, je voudrais te remercier de l'avoir préparé et de m'y avoir convié. J'espère bien que nos auditeurs pourront donner leurs commentaires pour nous dire ce qui n'a pas été à leur goût pour qu'on puisse se corriger la fois prochaine. Mais je voudrais remercier tout le monde qui nous a prêté attention. La prochaine fois, on sera encore là. On espère que ce que nous disons
éclaire une certaine opinion, que ce soit rwandaise, que ce soit internationale. Voilà, à vous tous qui nous suiviez. Je dis merci beaucoup, bon dimanche et à la fois prochaine. Merci Anissé pour ce mot de la fin. Je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps de m'accompagner dans cette émission et elle ne pourrait pas être une émission complète sans ton apport. Et donc, je te remercie et je dis à nos auditrices et à nos auditeurs à très bientôt. Merci, bon dimanche et bon début de semaine.